Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la réussite de la surveillance et du renouvellement. Alors, je vais vous poser une première question pour m'assurer que tout le monde est dans les conditions idéales pour assurer un webinaire réussi, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Je vous invite à passer directement dans le chat pour répondre à la question. Alors, impeccable, merci pour ce retour, très bon pour Aurélie, pour Raymond aussi. Parfait pour, Serge. Merci, pour vos retours. Donc c'est bon signe. On a donc les conditions réunies pour, passer à un événement réussi sur cette thématique de la surveillance et du renouvellement. 4 gestes succès aussi que je vais, vous, représenter pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires. Premier geste, de mettre votre téléphone en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par, les sonneries et ou les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, consiste à l'utilisation de 2 fenêtres, dans cet événement. Première fenêtre, c'est celle que vous utilisez déjà tous pour, nous, souhaiter le bonjour et aussi répondre à nos questions. Vous pouvez également vous en servir pour interagir entre vous et à différencier donc de la deuxième fenêtre qui est celle des questions. Donc utilisez-la dès que vous rencontrez une information qui vous demande davantage d'informations, vous souhaitez, que ce soit répété. Donc d'un côté, le chat pour l'interaction et de l'autre, les questions pour vos interrogations. À savoir que dans cette fenêtre, dédiée aux questions, vous avez la possibilité de voter pour, les questions qui vous semblent les plus pertinentes et donc pour nous, c'est un signe que, la réponse vous intéresse d'autant plus, donc on pourra la prioriser. Et enfin, quatrième et dernier geste, la concentration. Concentration sur, la voix des intervenants et aussi sur le support de présentation pour augmenter votre compréhension du sujet, et avoir une présentation plus fluide. En parlant des intervenants, donc, j'accueille aujourd'hui, Sergio pour, la première fois sur un webinaire. Donc merci, de t'être rendu disponible et je te laisse te présenter. Et bonjour tout le monde, merci Thomas et pour m'avoir invité à ce webinaire. Je suis Sergio Castillo, chef auditeur à ICPF. Je suis basé dans la région PACA, plus précisément à Marseille. Ça fait plus ou moins un an et demi que je travaille en tant qu'auditeur chez ICPF, mais avant ça, j'étais ingénieur pédagogique dans un organisme de formation basé en région parisienne et aussi chargé de formation dans d'autres structures basées dans le Pays d'Aix. Merci, pour ta présentation Sergio et pour ma part, je suis, Thomas Talby, responsable marketing, et communication. On fera la modification sur le support entre-temps. Donc je suis dans l'équipe, ICPF depuis 4 ans, et j'ai, pu obtenir, avec ces années d'expérience au sein du CPF, une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle, de par l'animation de ces webinaires, de par l'échange avec les certifiés, donc sur la compréhension de leur activité, la rédaction d'articles et auprès des institutionnels du secteur. Donc nous sommes, ensemble pendant, 1 heure et demie en fonction du volume de questions puisque c'est ce point-là qui va faire, durer, je pense, la présentation une fois qu'on aura terminé sur les slides. Donc 1 heure qui se répartit sur, 5 sujets. Le premier sujet sur la présentation du ICPF, notamment auprès des organismes certifiés qui ne nous connaissent pas aujourd'hui, puisqu'on accueille aussi bien des certifiés ICPF que des certifiés d'autres certificateurs. Deuxième partie sur, l'après Qualiopi, que se passe-t-il après l'obtention de la certification? Troisième partie sur la surveillance et le renouvellement, c'est sur, ce temps-là qu'on va passer le plus de temps. Quatrième point sur les indicateurs audités, avec, les lumières de Sergio, sur sa casquette d'auditeur pour nous faire comprendre ce qui, a évolué, ce qui est important, pour vous, dans le cadre de l'audit. Et enfin, cinquième et dernier temps sur, le temps de questions-réponses. Alors où en sommes-nous aujourd'hui, à ICPF? Donc nous en sommes à 7 000 certifiés, depuis, l'acquisition récente de ActiveCert qui, fait maintenant partie de l'écosystème de ICPF avec, donc Marilyn Cherry qui a rejoint l'équipe en tant que directrice ActiveCert. ICPF, c'est, toujours, 5, valeurs de différenciation sur le secteur, de la certification en formation, notamment au travers de la plateforme Noé, qui, vous offre aujourd'hui une expérience plus fluide dans,
la planification, vos demandes et dans l'obtention, des certificats. C'est aussi une compétence technique, depuis, 1995. Donc on a célébré, il y a 2 semaines, nos 30 ans. C'était un événement, où on a rassemblé toute l'équipe ICPF aussi. Peut-être que vous y étiez présents. En tout cas, ça m'a fait un plaisir de vous, y rencontrer. Troisième point, c'est la proximité territoriale. Donc on a la particularité ICPF d'avoir des auditeurs en interne. Ce n'est pas le cas de tous, les certificateurs, qui permet d'avoir une proximité, plus certaine avec, nos certifiés, dans toutes les régions de France, également dans les DOM-TOM et ce réseau d'auditeurs sous-traitants qui vient augmenter ce maillage. ICPF, c'est aussi, un service client qui est accessible depuis la plateforme Noé, depuis le site internet pour, assurer une traçabilité de vos échanges avec nos équipes et aussi de vous, éclaircir sur certains points de vos démarches. Et enfin, le dernier point, c'est le réseau. Donc un réseau de 7 000 certifiés, heu, Calliope, ICPF Pro et ISO, que vous avez l'occasion de rejoindre et d'utiliser, dans le cadre d'événements. C'est le cas aujourd'hui avec un événement digital. Heu, c'est, plus pratique quand c'est un événement, physique comme les ICPF Networking et donc ce réseau qui est possible de d'étendre avec le club DBE qui a été fondé à l'initiative de certifiés CPF et qui, se rassemblent sur, le fait d'aborder des thématiques de leur quotidien. Je vous informe aussi que ICPF sera présent, la semaine prochaine, donc lundi et mardi au salon SME, donc pour, les professionnels qui, sont présents aujourd'hui et qui sont basés en Île-de-France ou qui ont prévu, d'être de passage, on se fera un plaisir aussi de pouvoir vous y retrouver, au stand C16 il me semble. Ça sera peut-être corrigé, par, l'équipe, mais en tout cas, vous avez la possibilité de nous y, voir et retrouver surtout, François Galinou qui va animer une conférence, lundi et une table ronde mardi, sur la thématique, du développement commercial en formation. Transition maintenant sur, l'escalier de la qualité. Donc escalier de la qualité qui vous permet de, visualiser où vous en êtes aujourd'hui dans votre démarche et surtout, vous projeter dans un avenir, proche. L'escalier de la qualité aujourd'hui, démarre sur ce qu'on appelle l'engagement, ce rez-de-chaussée qui vous permet de vouloir un statut en formation professionnelle puisque certains d'entre vous, vous avez une activité de formation mais qui n'est pas encore, reconnue par, le ministère du Travail. Donc ça, c'est la première marche, celle de l'obtention du NDA, que vous devez, maintenir tous les ans, hein, par la déclaration de PPF notamment. Et cet enregistrement auprès, du ministère, correspond vraiment à votre entrée officielle dans ce marché. Alors, c'est une première étape, mais, pour réussir à vous développer, réussir à vous faire une place, l'étape, 2, donc la 2e marche, c'est l'obtention de la certification Calliope. Certification Calliope qui a été, initialement, choisie par, des organismes qui étaient présents sur le marché depuis, de nombreuses années pour l'accès au financement et aujourd'hui donc c'est, une évolution qui se fait en termes heu, de de bénéfices recherchés, qui est plutôt recherché sur le fait de faire reconnaître la qualité de l'activité ou encore, de se challenger soi-même dans son activité avec, une démarche d'amélioration continue. Alors, je vois une première question de Françoise: «Comment accéder au financement?» Bah, écoutez, tout dépend du type de financement, qui vous intéresse. En tout cas, pour la plupart des financements, enfin, l'ensemble des financements, pardon, la première étape, c'est l'obtention de la certification Calliope, et donc de suivre cette démarche de certification avec, heu, l'audit qui dure en moyenne une journée. Heu, l'objet de ce webinaire ne sera pas orienté sur l'obtention de la certification, mais plutôt sur le maintien une fois qu'on l'a obtenue. Et si vous êtes intéressé pour cette première étape, je vous invite plutôt à assister à un webinaire, qui parle vraiment d'obtention de la certification. En parlant d'ailleurs de financement, donc Calliope, c'est une première marche. Il y a d'autres types de financement possibles comme le CPF et donc pour le CPF, Calliope est un prérequis, qu'il va falloir compléter par d'autres démarches, comme le fait d'avoir un partenariat avec un organisme qui a déjà son offre de formation référencée sur EDOF
ou encore de faire vous-même la démarche auprès de France Compétences, ce qui peut être plus long, plus coûteux. Donc là, c'est plutôt un choix stratégique, de votre côté. Et enfin, donc les 2 marches complémentaires qui viennent, une fois que, l'accès au financement est obtenu, une fois que la reconnaissance est présente. Une démarche, de personne physique, donc en tant que formateur, par exemple, en tant que consultant, comment réussir à, faire reconnaître son, niveau d'expérience, la satisfaction de ses clients et donc la certification pro est un élément. Certification pro qui existe depuis, les débuts de ICPF, hein. C'est comme cela que, ICPF a été créé, pour faire reconnaître la démarche qualité, d'un intervenant depuis 30 ans et démarche, donc le plus haut niveau de reconnaissance qui existe aujourd'hui en formation, c'est la certification ISO 9001, qui est plus, généraliste ou 21001 qui est dédié aux organismes de formation ou acteurs dans l'éducation. Alors, vous avez un premier sondage qui vous a été partagé pour répondre à cette slide de l'escalier de la qualité. Où en êtes-vous aujourd'hui sur cet escalier? Je vous invite à répondre, en bas à droite de l'écran. Vous avez une notification qui est apparue et si elle n'est pas apparue, c'est que, votre écran est peut-être, moins adapté aux dimensions. Donc je vous invite à cliquer sur le raccourci apps, donc c'est les 3 points que vous avez en bas à droite pour, ensuite voir les différents sondages. Alors je vois que les résultats, fusent en même temps. Alors je vais prendre plutôt une question en attendant qu'on ait une idée un peu plus représentative. Une question de Fabien, alors qui je pense en est au même niveau que Françoise sur, la démarche. Combien coûte l'audit? L'audit Qualiopi, c'est en moyenne, 1 190 €. Donc vous avez une partie qui est prévue uniquement sur l'audit en lui-même, c'est 995 €. Ça correspond à une journée d'audit. Et vous avez ensuite à cela qui s'ajoutent des frais techniques, donc qui vont concerner notamment, la gestion administrative en début de parcours, et l'accès à la plateforme. Et ensuite vous avez une série d'options, notamment, pré-audit, élaboration. Et donc chez CPF, le coût moyen est supérieur, à 1 190 € puisque la plupart de nos clients prennent des options. Et après donc à vous de vous questionner sur votre état de préparation, si vous souhaitez, aller plus vite peut-être sur, l'obtention du certificat. Alors au niveau des sondages, alors, sans surprise et c'est tant mieux, donc on est en majorité en présence d'organismes certifiés Qualiopi, donc à 78. À 17 des organismes ou indépendants présents sur la marge du CPF, donc au travers de la plateforme EDOF. 3 des participants présents sur la marche ICPF Pro et le reste présent sur la marche de l'engagement, donc pour qui l'activité de formation est pratiquée, mais qui n'est pas encore, reconnue par le ministère du Travail avec le NDA. Merci pour, vos retours. Sergio, peut-être un 1 commentaire sur les résultats du sondage. Qu'est-ce que tu en penses? Alors tu es en mute. Désolé. Je te disais, en fait, j'ai pas accès aux résultats du sondage. Mais je voulais juste ajouter, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter sur les chatbox. Moi, j'essayerai aussi de répondre en Mmh. parallèle par écrit à vos questions si on n'a pas le temps de les évoquer justement pendant la présentation. OK. Alors, peut-être que les résultats, tu peux les avoir, en bas à droite de l'écran. Tu as un bouton apps dans lequel, si tu cliques dessus, tu devrais avoir un accès sur les sondages. Mais en tout cas, on va avancer, on va se concentrer plutôt sur les questions qui nous sont envoyées par les participants. Deuxième partie du webinaire on va avancer donc sur le sujet de la surveillance du renouvellement. Sergio, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en termes de parcours une fois que le certificat Qualiopi est obtenu par un organisme? Ok, du coup, une fois l'audit initial passé et la certification Calliope émise, il y a un cycle qui démarre justement à la date d'émission du certificat. C'est un cycle qui a une
a une vie de 3 ans. La certification Calliope a en effet une vie de 3 ans, donc vous allez avoir un certificat qui va avoir une durée justement de 3 ans, mais sur lesquels en fait il y aura 12 audits à effectuer. Donc à mi-parcours de cette certification, vous allez devoir passer un audit de surveillance que vous devez réaliser entre les 14e et les 22e mois à partir de la date des certifications. Cet audit, vous pouvez le faire soit en distanciel, soit en présentiel. Ça, c'est à vous de choisir par rapport à votre organisation, par rapport à ce qui vous soit le plus, ce qui soit le plus facile et naturel pour vous. Et l'objectif de cet audit de surveillance, c'est de démontrer la conformité du dispositif certifié. Et à l'issue de cet audit, la certification est maintenue. Sachez que si vous n'effectuez pas cet audit entre les 14e et les 22e mois, il y aura une suspension de certificat qui pourra être levée. Et si dans les 3 mois après la suspension, vous réalisez votre audit de surveillance. Si vous ne réalisez pas cet audit, la certification sera retirée. Une fois l'audit de surveillance réalisé, l'étape à suivre, l'étape suivante, c'est l'audit de renouvellement. Et cet audit va se dérouler sur les mêmes conditions que l'audit initial, sauf si vous étiez nouvel entrant, mais on va voir tout ça après. On va auditer les mêmes indicateurs que vous avez eu à l'audit initial. Et cet audit va nous permettre justement de renouveler votre certificat. Donc, c'est cet audit qui va lancer le 12e cycle de certification. Cet audit, vous pouvez le réaliser entre les 25e et les 36e mois. Et cet audit, par contre, c'est obligatoirement en présentiel. Vous ne pouvez pas le faire en distanciel. Donc, il doit être fait dans vos locaux, si vous faites des formations dans vos locaux ou dans un tiers-lieu. Si vous n'avez pas des locaux de formation, vous pouvez bien définir un tiers-lieu au moment de la planification où cet audit aura lieu. Voilà, je pense que j'ai dit, donné les informations importantes par rapport à Oui. ça. J'ai vu, dans le chat, il y a une participante, alors que je n'ai plus le prénom sous les yeux, qui souhaite avoir des informations dans le cadre d'un renouvellement de deuxième cycle. Est-ce qu'il y a une différence entre un renouvellement de premier cycle et de deuxième cycle? Ou est-ce que ça se passe de la même manière? Ça se passe de la même manière, en fait. Les indicateurs sont les mêmes, sauf si vous avez rajouté une catégorie d'action à votre certificat. Donc, si à un moment donné de votre parcours de certification, il y a eu un audit d'extension pour une nouvelle catégorie, ou si votre chiffre d'affaires a changé. Si le chiffre d'affaires a changé, ça va impliquer probablement, ça va avoir des impacts en fait sur la durée de l'audit. Mais en termes général, les indicateurs seront les mêmes. Mmh. OK. Et une question, d'une participante qui alors en est plutôt au début de la démarche et qui demande si, elle peut demander à passer un audit initial Calliope sans avoir de stagiaire qui aurait commencé une formation, ou avec moins de 10 stagiaires? C'est une question de Aurélien. Voilà, justement, c'est une question à laquelle j'ai répondu via les chatbox. Et en effet, pour l'audit initial, il est obligatoire d'avoir démarré au moins une action dans la catégorie d'action à certifier. Donc, soit vous avez démarré un programme et que le programme est déjà fini, et du coup, vous présentez votre audit initial, soit vous démarrez l'action et vous passez l'audit initial alors que l'action est toujours en cours. Ça peut être effectué. Mais si vous n'avez pas ou des bénéficiaires, comme vous l'avez dit, en fait, s'il n'y a pas d'action entamée, on ne peut pas faire l'audit initial. Mmh. Merci pour cette réponse. Hem, pour revenir sur la thématique de la surveillance et du renouvellement, donc, c'est une étape du parcours qui, est financée par, la redevance. La redevance, donc c'est, un montant que vous recevez, tous les ans. C'est comme un abonnement à la certification, Calliope qui permet de financer, les audits hors frais de déplacement, sauf si vous avez pris, une option qui vous permet de financer ces options et également, d'autres options qui pourraient s'ajouter. Cette facture, donc elle est émise, en amont de chaque audit, à chaque année, donc à la date d'anniversaire du certificat et c'est une facture qui, va avoir un coût évolutif. Puisque cette facture correspond au maintien de la certification, qui est calculé à partir de la durée de l'audit. Donc je vois notamment dans, les échanges sur, le chat, des personnes qui s'interrogent sur le fait, de retirer des catégories d'actions, dans le cadre d'un cycle de certification. Ça, c'est un exemple qui aurait un impact du coup sur la durée de l'audit et donc sur la redevance qui serait, moins coûteuse, sur le cycle.
Et ces modifications-là, elles s'apportent dans le cadre de vos demandes d'audit. Lorsque vous demandez un audit de surveillance, on vous demande s'il y a des évolutions sur l'activité, si vous souhaitez ajouter ou enlever des catégories, et donc ce changement se fait à ce niveau. Et il y a également un autre paramètre qui peut entrer en vigueur, c'est la notion de nouvel entrant. Donc la redevance finance l'audit. Et ensuite, vous avez, de l'autre côté, le statut nouvel entrant qui va augmenter la durée de l'audit et donc là aussi qui va avoir un impact sur la durée et donc le coût. Alors ces planifications, elles sont, importantes, puisqu'elles sont réglementaires et donc s'y prendre au meilleur moment pour le faire, vous offre toujours plus de confort puisque vous évitez des situations où vous, serez hors délai. Donc ça peut présenter des risques pour le maintien de la certification. Donc Sergio, en termes de date, quand faut-il planifier, la surveillance et le renouvellement pour, s'éviter, des inconforts? Bien sûr. Et donc, comme on évoquait tout à l'heure, l'audit de surveillance doit être réalisé entre les 14e et les 22e mois. La moyenne, c'est 18 mois. Et du coup, pour la planification, vous pouvez faire la demande sur votre plateforme Noé à partir du 8e mois. Justement, pour trouver un créneau qui vous convient, bah, anticiper justement la planification à la date de l'audit souhaité. Comme ça, on pourra aussi vous proposer justement bah, une date qui vous convient. Et pour l'audit des renouvellements, vous pouvez le planifier le planifier et l'effectuer à partir du 25e mois. La date limite, c'est le 36e mois. Sachez de toute façon qu'on déconseille fortement d'effectuer l'audit à la dernière minute parce que dans les meilleures demandes, vous n'aurez pas de non-conformité, mais dans des éventuels cas de non-conformité, il y a un délai justement de traitement et nous aussi, côté ICPF, on a un délai réglementaire d'un mois pour l'émission du certificat. Donc, ce qu'on conseille plutôt, c'est de passer l'audit de renouvellement 4 mois avant l'échéance du certificat, ce qui vous permettra éventuellement d'avoir les 3 mois justement pour traiter les non-conformités majeures et les mois supplémentaires pour que nous, de notre côté, on émette votre certificat. Et une information aussi importante sur le renouvellement, et j'ai loupé en ce moment, en fait, je l'ai oublié, mais ça va revenir. Vas-y, Thomas. Alors je vois une question de Rita, alors que j'avais sous les yeux une seconde. Je suis certifié depuis 1 an, mais si je ne fais pas de formation pendant une période, que conseillez-vous? Donc pour répondre à cette question, on ne parle pas forcément d'actions qui auraient été financées ou qui auraient été, payées. Alors même si c'est quand même l'objectif, pour, atteindre la rentabilité dans votre activité. Ce qu'il faut présenter à l'auditeur, c'est une action qui a mis en mouvement le système qui permet donc, d'être certifié et donc cette action-là, vous pouvez très bien la réaliser, de manière, gratuite auprès d'un membre de votre, entourage. Ce qu'il faut démontrer, enfin, ce qu'il faut présenter à l'auditeur, c'est une action, qui, permet de mettre en œuvre les différents critères, indicateurs du référentiel. En effet, l'obligation en fait pour le cycle de certification, c'est d'avoir au moins un programme effectué dans le cycle de certification. Donc justement, il y avait une question tout à l'heure qui était passée sur les chats. C'est une personne qui demandait si entre l'audit initial et la surveillance, il n'y avait pas d'activité de formation, est-ce que l'audit peut avoir lieu? En effet, l'audit peut avoir lieu, mais ce qu'on va du coup auditer, c'est les procédures internes de l'organisme. Donc, du coup, l'échantillonnage ne sera pas fait parce qu'il n'y a pas d'échantillonnage possible, mais les procédures seront auditées. Et du coup, la question que j'avais en tête m'est revenue justement sur l'audit des renouvellements et aussi un autre argument pour planifier l'audit en avance. Peut-être que vous pensez que si vous faites l'audit en avance, ça va affecter la durée de la certification, alors ce n'est pas le cas. La durée de la certification est réglementaire. Si vous faites l'audit au 25e mois de votre certification, la nouvelle certification viendra s'ajouter juste après la date de fin de la nouvelle de la certification actuelle. Donc, il n'y a pas de pénalisation justement par rapport à la durée de la certification parce que celle-ci est réglementaire. Donc, voilà, anticiper ça et passer le des renouvellements dans les meilleures conditions.
Merci pour ce complément, Sergio. C'est en effet une bonne pratique à avoir puisque un certificat, c'est valable 3 ans. On ne peut pas étendre la durée, de quelques mois que ce soit, donc autant prendre de l'avance sur, son maintien. Par rapport à ces situations, qui peuvent vous emmener, à réagir en urgence, on a identifié des nouvelles offres qui vous permettent de traiter ces situations. Notamment le fait de pouvoir planifier un audit le week-end, comme le samedi, en l'occurrence. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande pour des dimanches, mais le samedi, vous pouvez bénéficier d'une planification, en dehors de votre activité pour, vous concentrer donc sur l'audit. Nous avons également développé le Pass Urgence qui, vous permet de faire, des demandes à un délai de moins de 3 semaines, de la date. Alors on a cette réactivité au sein de l'équipe, qui nous permet d'être, réactifs sur les dates que vous demandez. Le risque, c'est que vous preniez, cette habitude et que vous preniez l'habitude de faire vos demandes, le plus tard possible et donc il y a des situations, dans lesquelles le planning ne permet pas de traiter l'ensemble des demandes qui arrivent, sur des délais courts. Donc l'habitude, il vaut mieux, prendre de l'avance et s'éviter de demander une date à moins de 3 semaines, si, vous avez la possibilité de le faire. Troisième option, c'est, l'assurance report qui, vous permet de replanifier un audit, en illimité sans avoir de frais de replanification. 4e, c'est l'audit de réactivation dans le cas où vous auriez franchi, le délai de planification donc que le certificat est suspendu et même retiré. Donc là, la possibilité, c'est de repartir sur un nouveau cycle, donc avec un audit initial et avec cette option, donc vous avez un audit initial qui est moins coûteux que si, vous faisiez comme si, vous n'aviez jamais été certifié. Ce qu'on propose aussi, c'est 2 passes, qui permettent de centraliser un ensemble d'options. Donc on verra vers la fin du webinaire à quoi correspondent ces 2 passes, mais ce sont les passes Serenity et les passes groupes, qui, intègrent un certain nombre d'options, qui viennent, vous apporter plus de confort et plus de réactivité sur, votre activité. Troisième partie donc sur, la planification de ces audits. La planification pour, un certifié CPF chez ICPF, passe bien entendu par la plateforme Noé, donc planification à faire le plus tôt possible. À partir du 8e mois de certification dans le cas d'une surveillance et à partir du 25e pour un renouvellement. Lorsque vous êtes dans cette période, heu, demande sur Noé, vous recevez une proposition qui va, vous présenter ou pas un coût en fonction, des options ou des frais de déplacement qu'il va y avoir. Vous acceptez la proposition, l'audit est planifié et en étape 3, vous passez l'audit avec succès pour recevoir l'avis favorable des CPF dans le cadre d'une surveillance ou, dans le cadre d'un renouvellement, la mise à jour du certificat avec le nouveau cycle renseigné. Alors si vous en êtes, à ces moments de votre parcours, je vous invite à cliquer sur la notification qui est apparue pour planifier le prochain audit ou en tout cas vérifier si vous n'avez pas une notification qui est apparue pour faire cette demande de planification. Une étape, qui vient en amont dans certains cas, en l'occurrence pour les organismes qui ne sont pas certifiés chez ICPF. Donc cette étape, c'est le transfert de certification. Si vous souhaitez rejoindre ICPF, l'accès, c'est toujours la plateforme Noé et donc vous avez une demande de transfert à effectuer dans laquelle ICPF récupère le certificat et lorsque le certificat sera, réédité en tant que certificat ICPF, vous suivrez le même parcours que l'un des certifiés chez ICPF, à savoir la planification depuis Noé. Alors en termes d'écran, c'est, ce que vous allez voir sur la plateforme lorsque vous souhaitez planifier l'audit de surveillance ou de renouvellement. Donc là, on a pris l'exemple d'un audit de renouvellement. La notification, dont je vous parlais, c'est celle qui a, en haut à gauche, donc c'est la carte, avec, le sigle Calliope et l'action de planification. Lorsque vous voyez cette action, cliquez dessus et vous avez un accès à un formulaire qui vous permet donc, d'accéder aux éléments qui sont requis par ICPF pour assurer la planification. Donc nous avons besoin d'un ensemble d'informations qui sont obligatoires pour, calculer
la durée, vous proposez une date, donc notamment l'identification de changement, la communication de certains documents et en étape 3, la demande de date, en renseignant une plage de dates et ICPF se chargera de vous proposer, celle qui correspond à vos besoins. Une fois la date choisie, vous avez des options disponibles comme, le pass Serenity, le pass groupe, l'option élaboration qui vous permet, d'identifier plus simplement, les indicateurs à préparer et aussi de stocker vos éléments de preuve dans la plateforme. Et une fois que vous arrivez donc au bout de ce formulaire, validation, des éléments pour envoyer la demande, ICPF la reçoit et elle est traitée par un chargé de planning qui va, se charger de vous trouver une date et de vous envoyer la proposition. Cette proposition, elle peut avoir un coût zéro, notamment dans le cadre d'un audit de surveillance, où il n'y aurait pas, de déplacement, donc il serait à distance. S'il y a un coût, le paiement est à effectuer et ensuite vous avez la possibilité de démarrer les préparations avec l'option élaboration si vous l'avez sélectionnée. Et donc l'élaboration, elle se présente de cette manière. Dans l'onglet Audit et dossier, vous retrouvez l'audit à préparer, vous le sélectionnez et vous avez la possibilité, indicateur par indicateur, d'ajouter les éléments de preuve et les documents avec l'argumentation prévue pour avoir une meilleure organisation le jour de l'audit. Alors en parlant d'audit, Sergio, qu'est-ce qu'il faut, à quoi faut-il s'attendre, pendant l'audit et à la fin, sur ce qui concerne la vision des éventuelles non-conformités? Et oui, bah, du coup, l'objectif des audits de surveillance et renouvellement, c'est de démontrer que les prestations proposées par l'organisme respectent et les obligations définies par le référentiel national de qualité. Et donc, du coup, à l'aide de vos preuves et de vos supports, pendant l'audit, donc l'auditeur va dérouler l'audit sous forme d'entretien. Vous allez présenter vos éléments de preuve là. Et ce qui entraînera justement à la fin de l'audit une décision de conformité, et donc du coup, de conformité de l'audit ou de non-conformité. Du coup, après l'audit, si vous avez ou des non-conformités, il y a 3 cas qui s'appliquent. Dans les premiers cas, en fait, pour le non-conformité majeure, vous avez un délai de 3 mois pour communiquer à l'auditeur des preuves de mise en œuvre et qui permettent justement d'élever la non-conformité majeure. Pour les non-conformités mineures, vous avez un délai d'un mois pour envoyer un plan d'action de traitement des non-conformités mineures dans un délai de 6 mois. Donc, en gros, c'est expliquer comment vous envisagez de traiter la non-conformité mineure dans un délai de 6 mois. Et pour les non-conformités liées à l'usage de marque, donc logo Calliope, vous avez un délai de 30 jours pour communiquer à l'auditeur et des actions correctives justement pour élever cette non-conformité majeure. Toutes ces non-conformités sont traitées via Noé. Jusqu'à 5 non-conformités majeures, vous pouvez les traiter sur la plateforme Noé. Donc, vous allez déposer vos éléments de preuve à l'indicateur qui correspond. À partir des 6 non-conformités majeures, il y a un audit complémentaire qui doit être fait. Et voilà, donc ça, c'est les conditions de l'audit et ce qui peut venir après, justement, en fonction de la gravité, justement, des écarts ou s'il n'y a pas d'écart. Heu, alors je suis en train de faire un tour sur les questions. Je vous invite à voter pour, les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Je vois qu'il y a déjà des réponses qui ont été faites à l'écrit ou à l'oral. Donc on a indiqué celles qui étaient, traitées. Je vais prendre celle qui est la plus haute question de Marie. En cas de renouvellement de second cycle, le contrôle peut-il remonter au-delà du dernier audit de surveillance? Alors non, le référentiel national qualité, justement la FAQ Calliope, spécifie que la période à échantillonner, c'est la période entre les derniers audits et l'audit que vous allez présenter les jours J. Donc, si vous êtes dans un 12e cycle de certification et que vous passez un audit de renouvellement, l'échantillonnage ou l'audit va être fait entre le dernier audit de surveillance et l'audit que vous présentez ces jours-là.
Une question de Solène: «Peut-on choisir a posteriori l'option envoi des pièces en amont?» Alors je pense que vous parlez de l'option élaboration, c'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est nous envoyer un message sur le service client pour, demander l'ajout de l'option et soit c'est un membre du service client qui vous recontactera ou alors un assistant à la certification directement. Je vous invite à nous envoyer un message pour qu'on puisse, vous activer l'option. Alors, on va passer à l'étape, à la partie 4, donc sur, des dimensions un peu plus précises et de différenciation sur, la surveillance et le renouvellement. Avant de faire le point sur la différence, quel est le point commun entre ces 2 audits, Sergio? En effet, il y a 3 points communs, dans les audits de surveillance et renouvellement que vous ne trouvez pas lors des audits initiaux. Donc, le premier moment, c'est que pendant ces audits-là, on va faire un point justement sur les écarts, les non-conformités identifiées à l'audit précédent. Ça veut dire en fait que sur votre plan d'audit, sur la catégorie justement que vous allez auditer, il y a plusieurs indicateurs justement qui vont faire l'objet de cet audit, plus les indicateurs concernés par les écarts identifiés à l'audit précédent, que ce soit des non-conformités mineures, justement pour évaluer la mise en œuvre des actions correctives, ou des non-conformités majeures, justement pour évaluer aussi la pérennisation des actions que vous avez présentées pour lever la non-conformité majeure. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, c'est qu'on va aussi auditer l'usage des marques. L'usage des marques Calliope, ICPF, COFRAC. Donc, et disons que vous avez un site internet et que vous voulez afficher le logo Calliope sur le site internet, bah, sachez qu'il y a une charte graphique à respecter. Et cette charte graphique, les logos et la charte d'usage, vous pouvez les trouver dans les kits de communication disponibles sur votre plateforme Noé. Et un troisième élément, c'est que il y a aussi l'affichage du certificat. Donc, à partir, l'arrêté du 31 mai 2023 spécifie que les organismes doivent afficher le certificat dans leur site Internet, s'ils en ont, et dans les locaux de formation, s'ils font des formations dans leurs locaux. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas de locaux ou de site Internet, la communication se fait à la demande. Donc, si un organisme ou un bénéficiaire vous demande de lui transmettre le certificat Calliope, vous devrez être en mesure de démontrer ça lors de l'audit de surveillance ou renouvellement. Alors, on va maintenant passer, au point de différenciation, notamment sur, l'aspect des indicateurs. Donc ce je pense que ça fait partie, des interrogations de nombreux participants, notamment comme Mélanie, qui se demande si, les indicateurs sont les mêmes, si ce sont les mêmes indicateurs qui sont audités entre l'initial et la surveillance et sinon, quels sont les indicateurs audités, lors de la surveillance? D'accord. Donc, entre l'audit initial et l'audit de surveillance, il y a une différence entre les indicateurs qui sont échantillonnés. Bah déjà, la durée à minima de l'audit de surveillance, c'est une demi-journée. Sur une demi-journée, vous n'allez pas forcément évaluer tous les indicateurs que vous avez vus à l'audit initial. Donc, et là, il y a une liste justement d'indicateurs qui seront concernés. Donc, l'indicateur 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 31, 32. Si vous faites du CFA, bah, il y a les indicateurs 14, 15, 20 et 29 qui s'ajoutent. Mais si à l'audit initial, vous étiez nouvel entrant, c'est-à-dire que si vous avez obtenu votre NDA dans l'année au moment de la présentation de l'audit initial et que du coup, on vous a appliqué la catégorie nouvel entrant. Donc, si vous êtes nouvel entrant, à l'audit initial, il y a des indicateurs qui sont audités d'une façon allégée, on va dire. Il y a des indicateurs pour lesquels la mise en œuvre ne sera pas auditée. Mais du coup, cette mise en œuvre sera auditée justement à l'audit de surveillance. L'arrêté du 31 mai 2023 stipule que les organismes qui étaient nouvel entrants à l'audit initial vont devoir rajouter une demi-journée à leur audit. Et du coup, l'audit de surveillance, dans ces cas spécifiques, va se passer sur les mêmes conditions que l'audit initial, donc sur les mêmes indicateurs, avec la différence que cet audit-là, vous pouvez le faire en distanciel, par exemple. Mais les indicateurs vont être les mêmes. Alors Sabrina demande, de répéter un peu plus doucement sur, indicateur surveillance.
En tout cas, vous avez la liste sous les yeux des indicateurs concernés. Peut-être que Sergio, tu as donné une indication en plus, que ce qu'il y a sur, le support. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel est vraiment sur, à l'image, avec la liste des indicateurs que vous avez sur la gauche. Alors on peut passer maintenant au renouvellement. Quelle différence entre, surveillance et renouvellement? Et du coup, là encore, comme l'audit des renouvellements, c'est l'audit qui va relancer le cycle de certification, il portera sur les mêmes indicateurs audités lors de l'audit initial. Donc, c'est un audit qui a une durée à minima d'une journée. Tout comme l'audit initial, cet audit doit se faire en présentiel. Et du coup, là, le périmètre, justement, à auditer, c'est les actions effectuées depuis l'audit de surveillance. Et prérequis, là encore, comme on a évoqué tout à l'heure, il faut que dans les cycles de certification de 3 ans, il y ait au moins une activité de formation. Donc, si entre l'audit initial et la surveillance, vous n'avez pas eu d'activité, et si entre la surveillance et le renouvellement, vous n'avez pas eu d'activité non plus, l'audit ne peut pas être effectué. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins une activité et dans la catégorie à auditer. Et par rapport aux indicateurs, on revient justement aux mêmes indicateurs qui ont été audités lors de l'audit initial. Donc l'intégralité du référentiel pour la catégorie concernée. Alors je vais prendre 2 questions. Une question de Christian: «Peut-on demander le même auditeur que la fois précédente?» Alors, vous n'avez pas le droit de demander à que l'audit soit fait avec un auditeur. Donc, c'est le service planning justement qui va définir ça en fonction des disponibilités et de l'emplacement des auditeurs. Donc, non, en principe, vous ne pouvez pas choisir l'auditeur parce que vous avez fait l'audit avec lui la dernière fois. Ça peut en fait biaiser l'audit. Question de Karine: «Combien coûte l'audit d'extension et est-ce que, je peux faire la surveillance et extension le même jour?» Alors je vais répondre à la question sur le coût et je laisserai, Sergio compléter sur, la partie, organisation. Sur le coût, vous êtes sur le même coût que pour un audit initial. En fait, en audit d'extension et initial, c'est la même chose, si ce n'est que l'extension se fait uniquement pour, les organismes certifiés. Et donc là, tout va dépendre de, la catégorie visée, du chiffre d'affaires, du nombre de sites. Donc on va recalculer en fait la durée nécessaire pour l'audit, mais partez du principe que c'est en moyenne, 1 journée pour une extension. Et donc, heu, 995 € pardon, la journée. Oui. OK. Et du coup, par rapport à la deuxième partie de la question, alors non, on ne peut pas effectuer l'audit de surveillance et l'audit d'extension la même journée parce que c'est des prestations différentes. C'est 12 audits différentes. Vous pouvez le faire sont plus ou moins de façon simultanée, c'est-à-dire dans la même semaine, dans le même mois, mais c'est deux prestations différentes. Mmh. Vous Donc, pouvez avoir, l'audit, d'extension le lundi et la surveillance le mardi. Mais par voilà, exemple. comme, vous serez, sur plus d'une journée d'audit, vous pourrez pas tout faire le même jour. Alors, on a également des questions sur, la partie, référentielle. Alors, je vois notamment, alors j'en ai vu une, mais je pense que vous êtes plusieurs à vous interroger sur cette, V10 du référentiel qui n'est pas encore sortie. Nous n'avons d'ailleurs aucune information en tant que certificateur actuellement sur, une potentielle date de parution. En tout cas, on en sera les premiers informés, lorsqu'il y a une mise à jour du référentiel. La DGEFP, qui est chargée de mettre à jour, le document, communique dans un premier temps auprès des certificateurs pour qu'ensuite on informe, les organismes certifiés ou en cours de certification. Et donc pour l'instant, aucune communication officielle n'est faite, mais quand ça le sera, vous en serez aussi informés rapidement. Et donc on est toujours sur la V9 et dans cette V9, on a davantage, de précisions sur, notamment la sous-traitance, le statut de sous-traitant. Quels sont ces éléments, Sergio, sur la sous-traitance? Voilà, justement, bah, entre la V8 et la V9, il y a des changements et je pense que là, si vous faites prochainement une demande de surveillance ou renouvellement, peut-être la V9, vous l'avez déjà appliquée lors de votre audit précédent.
Mais on va faire les points justement sur les changements par rapport aux audits qui concernent aussi la catégorie sous-traitance. Il y a un aménagement prévu pour les sous-traitants et donc des conditions spécifiques à la sous-traitance. Donc, il sera demandé de présenter les contrats des sous-traitances ou tout document qui fasse office de contrat. Des fois, il y a pas de contrat, mais l'objectif là, c'est justement de pouvoir identifier quelles sont les missions confiées par les donneurs d'ordre à l'organisme qui passe la certification Calliope. Et du coup, justement, il y a trois cas, on peut dire comme ça. Donc, le premier, c'est les indicateurs 1, 2 et 3 relatifs aux conditions d'information du public sur les prestations ne sont pas audités. Donc, si on identifie que vous êtes sous-traitant sur ces trois indicateurs, donc déjà le critère 1 n'est pas audité. Donc, sur ces trois indicateurs, vous n'allez pas être audité parce que le référentiel indique que justement, sur ces trois indicateurs, c'est le donneur d'ordre qui doit faire la diffusion des informations. L'autre cas, c'est les indicateurs 7, 9, 13, 16 et 28. Et c'est là, dans ces indicateurs, où justement, on va regarder quelles sont les missions qui vous ont été confiées dans les cadres d'un contrat de sous-traitance pour évaluer si l'indicateur peut être appliqué ou pas. Prenons un exemple. L'indicateur 9, c'est les conditions d'accès et déroulement de l'audit, l'information aux bénéficiaires des conditions d'accès et déroulement de l'audit. Si on voit que dans vos missions, en effet, c'est vous, en tant que prestataire, qui devez faire cette communication, ça va rentrer dans l'audit. Si c'est le donneur d'ordre, si ça n'apparaît pas dans vos missions, cet indicateur n'est pas audité. Et puis, il y a des obligations spécifiques qui ont été ajoutées pour les indicateurs 5, 26 et 30. Prenons l'exemple de l'indicateur 26. L'indicateur 26 s'agit de démontrer l'identification d'un réseau d'experts sur le handicap. Si vous êtes sous-traitant, vous pouvez soit présenter justement votre réseau, le réseau que vous avez identifié, ou présenter celui qui vous a été communiqué par votre donneur d'ordre. C'est bon pour démontrer que vous répondez à cet indicateur. Un autre exemple, par exemple, l'indicateur 30 est une obligation spécifique pour la sous-traitance. Et l'indicateur 30, pour rappel, c'est la sollicitation des appréciations et des parties prenantes. Quand vous êtes sous-traitant, il y a juste deux parties prenantes qui sont identifiées, c'est le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Donc, du coup, vous êtes juste obligé de solliciter les appréciations de ces deux parties prenantes dans ces cas particuliers des sous-traitances. Alors je reviens sur, des questions, qui ne sont pas en lien direct avec la sous-traitance, mais qui font partie du flux de messages que je vois. Une question de Équipe Triomphe, donc à l'audit de renouvellement, la période avant surveillance n'est pas revue, c'est bien cela? Oui, je vous confirme, ce qui est vu, c'est ce qu'il y a entre surveillance et renouvellement. En fait, lorsque vous préparez un audit, prenez la période qui, remonte jusqu'à avant l enfin, qui remonte au dernier audit. Vous prenez les 2, mais vous ne pouvez pas remonter, plus tôt, puisque le périmètre aura déjà été vu dans l'audit, précédent. Autre question que je vois qu'il y a, pas mal d'interrogations sur le sujet de l'extension, notamment auprès de Yves, qui souhaite un rappel sur les différentes extensions possibles. Alors, il y a autant d'extensions possibles que de catégories d'actions, donc action de formation par apprentissage pour un CFA, VAE et bilan de compétences. Tout dépend, de la catégorie sur lesquelles, l'organisme est aujourd'hui. Autre question donc, de Gerjana qui vient compléter, en quoi cela consiste? Cela consiste à pouvoir, étendre la portée d'un certificat, heu, puisque pour être, hem, éligible au financement, le certificat Qualiopi doit être, étendu sur, certaines catégories d'actions. Vous pouvez faire des bilans de compétences, hors certification Qualiopi, mais si vous voulez intégrer ces actions-là dans une activité qui soit finançable, vous devez effectuer une extension qui vient comprendre, ce périmètre d'activité et donc l'extension va porter sur, le bilan de compétences en plus des actions de formation. Après, il n'y a pas que des objectifs de financement derrière, mais c'est ce qu'il y a, en principal.
Alors on va avancer sur, la présentation, toujours sur le plan du référentiel, sur la mise à jour qui a été, conduite par la V9. Il y a des obligations spécifiques qui ont été introduites par indicateur. Quelles sont ces obligations? Et justement, donc du coup, il y a aussi l'ajout des obligations spécifiques, notamment pour les formations ce qu'on appelle certifiantes, donc formation inscrite au répertoire spécifique ou au répertoire national des certifications professionnelles. Et bon, on va les voir une par une. Donc d'abord, l'indicateur 1, il faut que pour les formations certifiantes, donc RS ou RNCP, et l'information diffusée mentionne les libellés exacts de la certification, les codes, RNCP-RS, le nom de certification et la date d'enregistrement de la certification. Pour l'indicateur 5, les objectifs doivent être conformes aux objectifs fixés par la certification inscrite au RNCP-RS, donc du coup, voilà, le jour de l'audit. Et l'auditeur fera justement cette vérification pour notifier justement la conformité à cet indicateur. Pour l'indicateur 6, il faut démontrer que le contenu de la prestation est en cohérence avec les objectifs inscrits au référentiel. L'indicateur 8, il faut démontrer que les prérequis sont cohérents avec ceux de la certification inscrite. Donc, c'est toujours la même manipulation, en fait, vérifier justement la certification inscrite par rapport à ce que vous proposez comme formation certifiante. Puis, il y a aussi un autre changement qui concerne l'accueil des personnes en situation de handicap. À l'indicateur 4, on a ajouté une prise en compte des situations de handicap et des besoins de compensation. Donc, au moment de faire l'analyse du besoin des bénéficiaires qui vont suivre vos formations, si vous identifiez des personnes en situation de handicap, il faut démontrer comment vous prenez en compte ces situations de handicap et les besoins de compensation. En parallèle, il y a aussi l'indicateur 6 qui demande justement la prise en compte dans la conception et la mise en œuvre de ces besoins identifiés sur les handicaps. Puis, dernièrement, il y a aussi l'indicateur 19 qui a fait l'objet aussi d'une obligation spécifique qui concerne juste les formations qui se font en tout ou partie à distance. Pour ces formations qui se font en tout ou partie à distance, il faut qu'il y ait une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Donc, cet indicateur, cette obligation spécifique, si vous faites des formations à distance, sera prise en compte pour l'audit et sera justement audité. Hem, alors, on a encore des, questions sur, les extensions. Alors en effet, il y a, extension de catégorie, mais aussi extension de site pour, Gerjana. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné ce point. En revanche, je comprends pas la réponse attendue pour la question. Ce que Gerjana demande est lors de l'extension par rapport à l'ajout d'un nouveau site. Peut-être que quelle est la différence entre extension de site et extension de catégorie? Bah, du coup, extension de catégorie, c'est parce que vous voulez, par exemple, vous faites des actions de formation et vous voulez rajouter de la VAE, par exemple. Là, en fait, il faut faire un audit, comme un audit d'extension pour justement cette nouvelle catégorie qui va se dérouler sur les mêmes conditions qu'un audit initial. On verra justement sur votre BPF si vous êtes nouvel entrant dans cette catégorie ou pas. C'est-à-dire, en fait, s'il y a où des actions dans cette nouvelle catégorie qui ont été déclarées. S'il n'y en a pas, on vous applique les conditions de nouvel entrant. S'il y en a, on fait l'audit initial d'extension, dans les mêmes conditions qu'un audit initial, comme si vous n'étiez pas nouvel entrant. Par contre, quand vous ajoutez un site, c'est à l'audit qui vient après, justement, dans les cycles de certification, que ce soit la surveillance ou le renouvellement, que vous devez déclarer à l'organisme certificateur qu'il y a un nouveau site qui vient de s'ajouter et du coup, on changera justement votre profil de monosite à multisite. Ça a aussi un impact justement sur l'échantillonnage et sur le déroulé de l'audit. Là, forcément, et la durée qui va être modifiée. Et du coup, on va auditer la fonction centrale et un site ou un autre site en fonction de combien de sites vous avez déployé par la suite. Mais c'est justement ces deux prestations différentes. Mmh. Ah, une question une demande de Karine pour, reformuler ce qu'a dit Sergio. Donc si on a fait un audit initial qui est le seul déjà réalisé, l'audit de surveillance dure-t-il un jour? Dans la plupart des cas, on peut pas le savoir à l'avance. Tout dépend de la durée de l'audit initial et si, vous étiez, nouvelle entrante au moment du passage de l'audit initial.
Dans tous les cas, la durée, vous la connaîtrez lorsque vous ferez la demande de planification sur, Noé. Hem, donc l'audit de surveillance est en moyenne de 1 jour, pour un organisme nouvel entrant au moment de l'audit initial. Sinon, si ce statut-là n'a pas été identifié, la durée moyenne est plutôt de 0,5 jours. On va repasser sur, le support. Donc on a vu, le sujet des obligations spécifiques. Il y a également eu des évolutions, de certains indicateurs. Quelles sont ces évolutions, sur le référentiel? Alors oui, donc il y a eu des évolutions des indicateurs et attendus. Pour les indicateurs de la veille, donc 23, 24, 25, veille légale et réglementaire, veille métier, compétences, emploi et veille technologique et pédagogique, il y a une modification. Donc, du coup, si vous ne démontrez pas l'exploitation de la veille, cela entraîne une non-conformité mineure. Pour l'indicateur 12, c'est les modalités de traitement des abandons et non, favorisation de l'engagement des bénéficiaires et prévention des ruptures de parcours. Donc, à cet indicateur 12, il y a une modification et cet indicateur ne s'applique que aux formations d'une durée supérieure à 12 jours. Donc, si vous faites des formations d'un jour ou 12 jours consécutifs, cet indicateur n'est pas applicable. Si vous faites des formations de 12 jours, mais qui s'étalent sur une période, qui sont sur une semaine, cet indicateur, il est applicable. Et la formulation du niveau attendu évolue pour certains indicateurs afin de faciliter la compréhension des exigences. Par exemple, on a l'indicateur 30 où on a rajouté justement une note en bas de page qui spécifie que pour les financeurs, vous pouvez soit justement demander les appréciations des financeurs, soit participer à une réunion, un webinaire thématique organisé par le financeur. Là encore, vous ne devez pas demander le retour du financeur à la fin de chaque prestation. Vous pouvez aussi le faire une fois par an. Par exemple, vous pouvez participer à un webinaire organisé par les financeurs, par exemple les OPCO, et au moins une fois par an. Et ça remplit justement l'obligation de la sollicitation des financeurs. Et aussi, un glossaire a été intégré à la fin du guide pour faciliter la compréhension. Nous invitons à le lire parce qu'il y a beaucoup de terminologie qui est utilisée pendant l'audit et qui, des fois, peut être un peu compliqué à comprendre. Vous allez trouver justement les explications dans ces glossaires. Par exemple, parlons justement d'aléas, réclamations, difficultés. Des fois, par expérience, il y a des clients, des prestataires qui me disent qui me demande quelle est la différence justement entre ces trois termes. Et justement, ce type de réponse, vous allez les trouver dans les glossaires à la fin du référentiel national des qualités. On va reprendre, deux questions, avant d'enchaîner sur la slide suivante. Question de Fabien: «Combien d'échantillons sont-ils étudiés lors d'un audit et ces échantillons, pardon, sont-ils choisis en fonction, de que les actions soient récentes, dans le temps?» Alors, il y a plusieurs critères justement pour définir l'échantillon lors d'un audit. Il n'y a pas, il n'y a pas une obligation à échantillonner un pourcentage de l'activité à minima. Ça dépend aussi du volume de l'organisme, mais l'obligation, c'est que l'échantillonnage soit représentatif de l'activité de votre organisme. Donc, prenons un exemple. Si on a un organisme qui fait des formations, des actions de formation, qui sont financées par des entreprises, qui sont autofinancées, qui sont financées aussi par le CPF parce qu'il fait des formations RS, qu'il fait appel à des sous-traitants et qu'il anime aussi des formations directes, il faut qu'en fonction justement de l'importance de chacune de ces catégories, que l'échantillonnage soit représentatif. Par exemple, on va pouvoir choisir une formation animée par un formateur sous-traitant qui a été financé via le CPF et voilà. Et d'un autre côté, une formation qui soit animée en direct, présentiel, distanciel. En gros, en fait, il n'y a pas de minima. L'objectif, c'est que l'échantillonnage soit représentatif de votre activité.
Merci pour cette réponse. Une autre question, est-ce que tu en as identifié une, Sergio, que tu souhaites, aborder ou est-ce que j'en prends une, Et si tu en as aléatoirement? déjà là sous la main, vas-y, Alors, j'ai regarde. une question de Estella. Nous sommes sur notre audit de surveillance de deuxième cycle. Le périmètre concerne les actions menées depuis l'audit de renouvellement ou l'audit initial? Alors, bah, je vais répondre à la question. C'est depuis, le renouvellement. En fait, vous prenez tout ce qui s'est passé depuis le dernier audit. Donc là, initial, ça reviendrait au tout début de la démarche, donc ça fait un peu long. Et j'ai une question de Baya Averkan qui nous demande à quelle date est prévu l'audit des surveillances après l'audit des renouvellements. Et vous prenez toujours comme date de référence la date d'émission du certificat. Pour le premier cycle, bah, vous prenez la date des premières émissions. Normalement, si vous avez respecté les délais et que vous avez fait l'audit dans les temps, et la date d'émission du nouveau certificat va être la même date, bah, 3 ans, avec 3 ans de différence, que l'audit, que le premier certificat. Et c'est donc à partir de cette date que vous commencez à compter entre 14 et 22 mois. Ce n'est pas à partir de la date de l'audit de renouvellement, c'est à partir de la date d'émission du certificat. Question, complémentaire sur le principe d'échantillonnage, question d'Aurélia. Donc, pour être certaine d'avoir bien compris, elle demande si lorsqu'on a 700 apprenants, il faut mettre les 700 noms de la liste, sur l'échantillonnage. Alors, il ne faut pas mettre l'essai de son nom, mais il faut que l'auditeur puisse avoir accès à l'intégralité de vos activités. Parce qu'au final, l'échantillonnage va être défini par l'auditeur. Bien évidemment, il ne va pas auditer les 700 bénéficiaires en fonction de ce qui a été déclaré sur le VPF, en fonction de ce que vous déclarez aussi au moment de la réunion d'ouverture. C'est que l'auditeur va justement choisir quelques actions de formation qui soient représentatives de l'intégralité. Du coup, là, pour Calliope, pour les audits, en fait, on part d'un point particulier, d'un échantillon, pour juger l'intégralité de votre système qualité. On n'a pas on va pas regarder tout ce que vous faites, on prend juste une petite partie et c'est à partir de là qu'on va tout juger. Donc, on va pas, justement, on va pas prendre les 700, on va prendre quelques-uns qui soient justement représentatifs de ce que vous déclarez et de ce qui soit noté sur le VPF. Merci pour cette réponse. Donc on reprend le support sur, l'option élaboration qui a été, présentée, plus en amont dans le webinaire. Donc c'est une option qui est, possible de choisir lors des demandes de planification des audits. Dans le cadre d'un renouvellement, c'est une option qui vous sera présentée systématiquement puisque vous partez sur un nouveau cycle et que l'option, est disponible que sur un cycle de 3 ans. Donc pour rappel, vous avez la possibilité, d'avoir un accès partagé sur votre, gestion d'entité de Noé. Donc c'est-à-dire qu'en tant que certifié, vous pouvez inviter d'autres collaborateurs à préparer l'audit et donc c'est possible, grâce à l'élaboration. C'est aussi un espace qui, enregistre automatiquement vos éléments, donc les éléments que vous allez rédiger, mais aussi les pièces que vous allez télécharger. L'occasion d'avancer par session de travail et le jour de l'audit, c'est aussi, la possibilité de gagner du temps lorsque l'auditeur vous demandera un accès à certains documents. Alors cela ne veut pas dire que, ce que vous rentrez dans l'élaboration, ce sera uniquement les éléments à disposition de l'auditeur. L'auditeur peut vous demander des éléments en plus, notamment dans le cadre de l'échantillonnage, mais ça vous permet de structurer votre préparation et l'argumentation que vous aurez pendant l'audit. À côté de ce point, vous avez aussi un article qui a été rédigé par l'une de nos auditrices, qui correspond à un tableau de préparation des indicateurs que vous retrouvez sur notre site internet qui vous permet d'identifier les indicateurs à être préparés en fonction de votre périmètre de certification et aussi, d'autres critères comme le fait, d'avoir de la sous-traitance ou des actions, sur des registres comme le RNCP. Vous retrouvez tout cela sur notre site. On pourra aussi vous partager le lien, depuis le chat, qui a été partagé d'ailleurs à l'instant par Paul. Merci. Donc avant de passer, à la conclusion, quelques rappels notamment sur, l'aspect, budget. Donc dans le cadre d'une, certification qui a déjà été obtenue, donc vous en êtes à l'étape de la surveillance et du renouvellement. La redevance prend en charge la suite de votre parcours, pour ce qui est de l'audit, donc hors frais de déplacement, hors options.
Cela va vous, permettre de planifier la suite de la démarche. Donc des options s'ajoutent à cela, notamment, le pass Serenity, le pass groupe, l'option élaboration et frais de déplacement. Pour ce qui est des passes, Serenity, des passes groupes, donc ce sont des passes qui ont été ajoutées, récemment sur la plateforme, qui vous permettent, pour le pass Serenity, d'avoir un confort, supplémentaire en tant qu'organisme avec un NDA. Donc cette option, elle vous offre, la possibilité d'accéder à des interlocuteurs dédiés, notamment un chargé de planning, un chef auditeur qui vont vous contacter, pour, s'assurer que la planification de l'audit à venir a bien été effectuée, ce qui va, vous avoir une garantie sur le maintien, de la certification, en tout cas dans les délais. Vous aurez aussi un ensemble de d'options qui seront offertes, en tout cas non, comprises dans ce pass comme l'assurance report qui vous permet donc de replanifier un audit, sans surcoût, les frais de déplacement, de l'auditeur dans le cadre d'audits, en présentiel, les émissions de certificats prioritaires une fois que la revue a été effectuée, des invitations et des remises, donc invitations à nos événements, ICPF Networking et des remises sur, les offres de certification ISO et ICPF Pro et enfin, les modifications de certificats offertes, comme une modification de NDA, une modification de raison sociale, ou d'adresse qui, vous sera apportée. Ensuite, vous avez donc, en face le pass groupe. Le pass groupe qui présente les mêmes avantages, mais pour des organisations, plus, complexes, plus conséquentes, notamment, pour des, responsables qualité, qui interviennent dans des groupes, dans des filiales ou pour des référents qualité qui interviennent, sur, de l'accompagnement de structures et qui auraient besoin donc d'avoir une vision globale de l'état de certification des clients ou en tout cas, des organismes qui sont, chargés d'obtenir ou de maintenir la certification et donc vous aurez vraiment une vision globale de l'activité, c'est-à-dire les dates d'obtention des certificats, les dates de planification des prochains audits pour assurer, que le certificat soit maintenu et une fois que l'audit est passé, une vision aussi sur, les écarts à traiter, donc les non-conformités, qui permettront à terme d'accéder à la certification. Donc en conclusion de, cette, présentation, 3 points. Le premier, c'est que, l'étape de surveillance et de renouvellement démarre une fois l'obtention du certificat. Donc ce n'est pas, une étape qui est présente uniquement par un audit, c'est, tout le temps puisque l'organisme utilise la marque Qualiopi. Il a un certain nombre, de règles à respecter pour le faire de manière conforme. Le deuxième point, c'est que en tant que certifié, un un usage conforme de la marque est attendu. Cela passe par l'usage du logo, la présentation du certificat dans vos locaux et sur votre site internet. Et enfin, le troisième point, cela concerne la planification. Une planification à effectuer le plus tôt possible. Je le rappelle, dans le cas d'une surveillance, c'est à partir du 8e mois de la certification et dans le cadre d'un renouvellement, à partir, du 25e mois. Donc, je vous invite à vous rendre directement sur la plateforme Noé si vous êtes dans l'une de ces situations et donc nous restons, à votre écoute, disponibles pour, vous assister dans vos démarches de certification. On a, parlé, notamment des démarches d'extension, donc je vois qu'il y a heu, des managers d'organismes aujourd'hui qui, chercheraient, de ce que je comprends, à faire évoluer leur activité. Si c'est le cas, contactez-nous et abordez ces sujets avec, l'auditeur, si l'auditeur est déjà, prévu, pour, la réalisation de l'audit de surveillance ou de renouvellement. Sinon, vous avez l'équipe d'assistants à la certification disponible qui l'est d'ailleurs dès maintenant au 01 82 83 56 40 ou sur rendez-vous. Donc le lien, vous sera partagé également si vous souhaitez, retrouver leur disponibilité. Alors avant de passer à la séance de questions-réponses, alors c'est une question à laquelle j'ai répondu, je crois 2 fois à l'écrit, la question sur l'accès au support de présentation. Vous allez le recevoir. Pour le recevoir, il faudra déjà compléter le questionnaire de satisfaction
qui vous sera envoyé par email à la fin du webinaire, donc d'ici 20 minutes en fonction du volume de questions à traiter, mais je vois qu'il y en a encore au moins une vingtaine, je pense, si c'est même plus. Heu, donc voilà, questionnaire envoyé par email. À la fin de ce questionnaire, ne quittez pas tout de suite l'onglet puisque vous aurez 2 liens à disposition, le support et les replays et donc j'en reparle, l'accès à la plateforme pour obtenir, maintenir, vos certifications. Alors, on va passer maintenant aux questions, à la séance de questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a eu 6 questions déjà de posées, heu, pendant cette conclusion. Donc merci pour, votre intérêt. Merci pour, toutes ces questions qui nous permettent de faire durer l'échange. Alors, je vois qu'il y en a eu une partie qui ont déjà été traitées. Alors, je vais les trier, par vote pour, traiter celles qui ont été le plus posées. Question de Marie, sur la V10 à laquelle j'ai répondu donc non, nous n'avons pas, de date de parution. On en sera informé dès que la DGFP aura fait cette mise à jour, mais pour l'instant, aucune information. En tout cas, pour la deuxième partie de la question qui est aussi de savoir quel est le délai, qu'un organisme aura pour se conformer à cette nouvelle version. Vous aurez à vous conformer à la version, par rapport au prochain audit de l'organisme. Donc si vous passez, l'audit en, janvier et qu'en février la V10 sort, votre préoccupation ce sera pour le prochain audit. Ce sera pas, de faire un travail en plus, pour, mettre en conformité quelque chose que vous aurez déjà démontré, le mois précédent. Question de Sabrina, à qui je pense on a répondu, qui souhaite savoir quelles sont les nouvelles modalités sur l'audit de surveillance. Sergio, peut-être que tu souhaites, rajouter un point, faire une synthèse sur les modifications? Et c'est les points qu'on avait justement évoqués tout à l'heure par rapport aux évolutions. Et un point de différence, bah, la durée minimale d'un audit de surveillance, c'est de 0,5 jours. La localisation, c'est bah, à distance ou en présentiel. Ça, c'est l'option que vous avez pour l'audit de surveillance. Et le périmètre, c'est justement les actions menées depuis l'audit initial. Il y a une liste d'indicateurs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 26, 27, 31 et 32. À ces indicateurs, il faut aussi ajouter les indicateurs qui ont fait l'objet d'une non-conformité à l'audit précédent. Si vous faites du CFA, ajoutez aussi les indicateurs 14, 15, 20 et 29. Et si vous étiez nouvel entrant à l'audit initial, on va auditer tous les indicateurs qui ont été audités lors de l'audit initial. Alors, question suivante, posée par Béatrice. Je suis sur, l'audit de renouvellement, nouvel entrant. Je n'ai effectué que de la sous-traitance, sauf un contrat, donc sur tous les indicateurs et l'auditeur va-t-il, demander sur toutes les années? Alors là encore, on va pas auditer toute l'activité de l'organisme sur toutes les années. On va auditer l'activité entre le dernier audit des surveillances et l'audit des renouvellements. Là, par contre, que vous dites, donc vous dites qu'il y a que de la sous-traitance, mais il y a aussi un contrat. Quand vous dites un contrat, peut-être que vous dites, peut-être que vous faites référence justement à un contrat de formation directe. Donc, ce contrat aussi, il sera pris en compte pour l'échantillonnage, en plus de l'activité en sous-traitance depuis le dernier audit. Alors, on avait alors que je n'avais pas vu passer, peut-être que Issa n'est plus, présente puisqu'elle avait indiqué ne pas pouvoir assister jusqu'à la fin. Elle avait 2 questions. Première question, si le bilan de compétences est retiré du catalogue CPF en fonction du vote du budget, quid de l'intérêt de Calliope? Alors c'est une question plutôt d'ordre, stratégique, à laquelle je n'aurais pas forcément de réponse, mais aujourd'hui, Calliope, de ce que je peux en dire, n'est pas, utilisé, uniquement pour les financements. C'est d'ailleurs une tendance qui n'est plus au même niveau que ce qu'on avait au début de la certification.
En 2021, quand je suis arrivé CPF, c'était le bénéfice principal attendu, mais aujourd'hui, un organisme qui souhaite obtenir Calliope, le fait pour d'autres raisons que les financements. C'est surtout pour faire reconnaître la qualité de l'activité, auprès de ses clients, auprès de son, écosystème, donc ça a de la valeur de, pouvoir dire que, le niveau de qualité, d'un organisme, peut être supérieur, en termes de pratique. Donc ça, c'est l'un des points et après, donc ça, c'est généralement auprès de 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 professionnels qui sont indépendants. Calliope permet aussi de, se challenger dans les pratiques, donc d'avoir, une vision plus large de l'activité, d'avoir un audit par an. C'est l'occasion de prendre un peu de recul sur, ce qu'on fait, de se rechallenger et de s'améliorer en continu. Après si, pour vous, l'intérêt seul, c'est le financement et que le bilan de compétences en sortirait, il y a en effet, une question à se poser sur l'intérêt que vous avez dessus. Peut-être que Sergio, tu souhaites ajouter quelque chose, peut-être un autre point de vue? Heu, alors je Bah, retrouve le la point de vue question. de terrain, c'est justement bah, celui que tu viens d'évoquer, au-delà de la partie bah, financement, qui est un atout justement de la certification Calliope, parce que ça donne accès à un éventail justement des financements, c'est le maintien de la qualité et c'est aussi le fait d'être reconnu comme, comme Calliope par rapport à l'environnement justement sur lequel vous vous développez. Mais là encore, comme Thomas l'a dit, bah, c'est une réflexion que vous devez mener en interne pour en fait quelle est justement la valeur ajoutée des Calliope pour votre cas particulier. Mmh. Là, on peut pas vous donner des réponses là-dessus. Et l'autre question qui a été posée, c'est: «Que pensez-vous de la formation FPA?» Alors là, je n'ai, pas de retour, du tout, donc peut-être que je ne sais pas si Sergio, pourrait en donner. OK, donc pas d'informations sur cette question. Question suivante, alors c'est une formulation que j'ai vue passer, presque une dizaine de fois. Alors je ne sais pas, Sergio saura, je pense, mieux jauger la limite, sur ce type de questions. Donc notamment Dominique qui demande: «Quel est l'attendu sur les indicateurs 31 et 32?» C'est des questions que j'ai vues passer sur, comment traiter tel indicateur. Donc il faut savoir que nous, en tant que certificateur, on ne peut pas, vous donner de conseils, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est, expliciter le référentiel. Donc je vais voir ce que Sergio peut vous dire sur, cette question. Bah là, justement, comme tu l'évoques, moi, ce que je peux faire éventuellement, c'est vous relire ce qui est écrit sur les référentiels, mais pas plus que ça. Si vous voulez peut-être avoir plus d'informations, bah, je vous invite aussi à lire les exemples d'épreuves que vous trouvez sur les référentiels pour avoir une idée plus concrète. En gros, si vous voulez, bah, l'indicateur, le critère 7, je peux aussi vous dire 30, 31 et 32, c'est les éléments qui vont vous permettre aussi de mettre en place une démarche d'amélioration via les recueils des appréciations, via le traitement des aléas, réclamations et difficultés, pour ensuite mener à une démarche d'amélioration continue qui va s'appliquer au nouvel cycle de formation, parce que vous allez justement tirer disons, des leçons de tous ces retours pour améliorer vos prestations. Mais c'est tout ce que je peux vous dire là. Alors je reprends les autres questions qui n'ont pas encore été traitées dans l'ordre. Alors l'autre question qui, porte un peu sur le même point, sur l'indicateur 30, donc on ne pourra pas y répondre. Hem, Question de Louise: «Nous sommes multisites et nous sommes à quelques mois de notre audit de renouvellement. Si nous souhaitons ajouter un nouveau site, cette extension peut-elle être faite directement, heu, avec l'audit de renouvellement ou devons-nous faire un audit initial juste pour ce nouveau site?» Non, l'ajout d'un nouveau site va être pris en compte lors de l'audit qui vient dans les cycles de certification que vous avez déjà entamés. Donc, si vous allez faire un audit de renouvellement, il faut que vous déclariez à ICPF que vous avez un nouveau site, parce qu'en fonction de la quantité de sites que vous avez, il y a un calcul qui doit être fait pour justement savoir combien de sites vont être audités. Donc, du coup, au moment de la planification du renouvellement, vous dites à la personne que vous avez en face, j'ai un nouveau site. Du coup, vous le déclarez et on vous communique la durée et les modalités de cet audit. Du
coup, dans le cas de Louise, ce qu'il faudrait faire, c'est de reprendre contact avec ICPF et lui mentionner qu'il y a un nouveau site, heu, pour évaluer le besoin d'une extension ou que ce soit fait, uniquement dans le cadre du renouvellement, si j'ai bien compris. OK. Donc Louise, je vous invite à reprendre contact avec, le chargé de planning qui avait traité cette demande, auquel cas, il y aurait éventuellement une modification à faire sur, la planification qui a été effectuée. Hem, Question suivante. Avons-nous des question de Fabien, avons-nous des notifications push, mail pour nous informer qu'il y a eu des changements dans les critères de certification? Alors je ne sais pas si on peut appeler ça des notifications push, mais en tout cas, on vous envoie des mails, lorsqu'il y a des modifications de référentiel Calliope. Donc assurez-vous que vous ayez bien communiqué la bonne adresse email, parce que parfois il y en a qui changent. En tout cas, nous, celle qu'on utilise, c'est celle que vous avez communiquée lors de la création du compte, sur Noé. Et soyez aussi attentifs à ne pas être, heu, dans les spams, puisque, lorsque le mail est envoyé, on ne va pas ça peut présenter un risque si du coup vous n'avez pas, vraiment reçu, l'information. Donc on informera, par email, au travers de la plateforme et par expérience, c'est arrivé qu'une fois, ou 2, j'ai un doute, mais lorsqu'un référentiel Calliope est mis à jour, si c'est pas notre communication que vous voyez, ce sera, celle de quelqu'un d'autre parce que, ça fait, généralement beaucoup de bruit quand il y a un référentiel Calliope qui passe sur une autre version. Hem, Question suivante, de Fabien. Pour un audit planifié en juin, jusqu'à quand la période d'échantillonnage peut-elle remonter? Et tu peux répéter, s'il te plaît? Je pas bien entendu. Pour un audit planifié en juin, jusqu'à quand la période d'échantillonnage peut-elle remonter? Mais c'est un audit surveillance, Alors renouvellement. c'est pas précisé, c'est pas précisé. Voilà. Alors, si c'est surveillance, renouvellement, bah, la période échantillonnée, là encore, c'est la période entre l'audit précédent et l'audit à effectuer. Si c'est un audit initial, c'est à définir avec l'auditeur lors du démarrage. C'est peut-être soit toutes les activités de la dernière année, ou soit les dernières activités si vous avez entamé votre démarche qualité récemment. On ne va pas auditer des prestations pour lesquelles les systèmes qualité n'étaient pas mis en place. Question de Christelle: «Est-ce qu'un organisme de formation, qui, n'a pas d'action CPF peut prendre un sous-traitant qui n'est pas certifié Calliope?» Oui, oui, c'est possible, puisqu'en effet la modification des exigences concerne, les organismes, qui ont des actions CPF. Question de Irena qui souhaite avoir un lien pour accéder au dernier référentiel. Alors je pourrais la voir dans le chat si, Paul ou Alice vous l'envoient. On va prendre encore quelques questions, il nous reste 7 minutes. Peut-on être, recontacté pour avoir une réponse à notre question? Alors je pense que le plus efficace, c'est que vous, nous rappeliez, même maintenant si, vous êtes disponible. Je marie, donc je n'ai pas, il me semble que vous avez posé plusieurs questions, donc j'ai un doute sur le sujet, que vous souhaitez traiter. Mais soit appeler, nos services ou alors nous envoyer un message sur le service client et vous serez mis en relation avec une personne qui peut vous apporter la réponse directement. Hem, Question de Virginie: «J'ai un audit de renouvellement semaine prochaine et je travaille seulement depuis un mois dans l'organisme de formation. Je n'ai pas suivi l'audit initial et l'audit de surveillance. Comment cela se passe?» Sergio. Et du coup, bah, ça arrive des fois justement qu'il y ait des personnes qui reprennent la partie qualité de l'organisme, que du coup se confrontent pour une première fois
et au référentiel, là, ce que je peux vous dire, en fait, c'est télécharger le référentiel national qualité et aussi accéder sur Noé aux rapports d'audit qui ont été émis, qui ont été justement rédigés lors des derniers audits. Vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessous qui va vous permettre aussi de préparer l'audit de renouvellement. Oui, l'avantage de la plateforme, c'est qu'il y a vraiment un stockage, des différents audits. Donc là, vous pourrez remonter sur ce qui s'est passé, lors des derniers et voir, là où vous auriez à être plus vigilante. Puisqu'en effet, comme l'indique Sergio, le rapport communique sur, les constats de l'auditeur, les non-conformités et donc si, vous voyez qu'il y avait une non-conformité qui a été identifiée, ça peut être un signe pour vous, qu'il y ait peut-être une attention plus particulière à avoir sur, un indicateur ou un autre. Question de Aurélia: «Je passe par un autre organisme pour la certification, mais est-il possible d'avoir un coaching ou un audit blanc avec ICPF?» Alors malheureusement non, là, heu, la seule possibilité, ce qui nous ferait le plus, plaisir, hein, c'est, de vous compter parmi nos certifiés. Donc ça se passe, par un transfert de certification. Donc là, c'est un formulaire de demande à compléter sur Noé. Mais pour ce qui est de ce que vous souhaitez, donc du coaching ou de l'audit blanc, alors coaching, non. On ne fait pas de coaching puisqu'on n'est pas un organisme, de formation et puis, sur l'audit blanc, alors c'est une prestation qui est possible uniquement, en amont d'un audit initial, et donc là, si vous êtes déjà certifié, heu, enfin même auprès de n'importe quel organisme certificateur, cette prestation que vous souhaitez, elle ne serait pas réalisable. Heu, alors il me semble qu'on a fait le tour des questions. Il y a des questions qui sont en doublon, notamment sur les dates, d'audit, le périmètre vu, sur tel ou tel audit. Ah, une question de alors je ne suis pas sûr de bien comprendre quel est le nom, le prénom, je ne vais pas citer la personne. Combien de temps avant l'audit recevons-nous, les questions à traiter de façon à pouvoir préparer les réponses correctement? Et je crois que Sergio, tu avais déjà répondu, à cette question. C'est peut-être un doublon. Justement, bah, l'auditeur ou l'auditrice que vous aurez en face le jour de l'audit vous contactera quelques jours avant l'audit afin de déjà confirmer les modalités de l'audit. Si c'est en présentiel, bah, confirmer déjà le lieu du roulement de l'audit, mais aussi pour vous informer que le plan d'audit a été téléchargé sur Noé. Donc, quelques jours avant l'audit, vous allez pouvoir accéder au plan d'audit qui explique justement quels sont les indicateurs qui vont être audités. Il y a un message aussi qui va vous être envoyé avec plusieurs questions importantes à tenir en compte justement avant l'audit. Alors, question de Estella, quel est le temps normalement prévu pour un audit de renouvellement de deuxième cycle? Alors il n'y a pas de différence, entre premier, deuxième, troisième cycle, et après sur la durée, donc on peut avoir une moyenne, mais ça dépend vraiment de l'organisme. Généralement, c'est un jour. Après, la durée, change en fonction de votre nombre de sites dans le périmètre de certification, votre nombre de catégories, de quelle catégorie vous avez et aussi du chiffre d'affaires. Donc, ça, ce sont des informations qui vous sont propres et donc, pour le calcul, vous aurez l'information précise lorsque vous aurez fait la demande, sur la plateforme. Question de Julie, le problème que je rencontre est que mes premiers clients souhaitent que je sois certifié Qualiopi pour pouvoir bénéficier du financement OPCO, mais sans premier client, je ne peux pas passer le premier audit. Comment faire? Alors c'est vrai que dans le schéma que vous décrivez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et c'est une solution qui a été donnée en début de webinaire. Cette première action qui est nécessaire pour passer l'audit, elle n'est pas, nécessairement à réaliser auprès d'un client, qui, que vous facturerez sur la prestation. Ça peut être fait, de manière, gratuite. Il y a des formateurs qui font ça, même en tant que certifiés pour, continuer d'exercer, leur métier et donc vous pouvez très bien faire ça auprès
d'un d'un de vos collaborateurs ou membres, de votre équipe, pour, pouvoir faire, cet audit. Alors on va prendre 2 dernières questions. Je pense qu'on a le temps de le faire. Question de Yves, certifié depuis 2021, avec un audit initial, puis une surveillance, puis un renouvellement. Je suis bientôt à l'audit de surveillance. L'audit sera-t-il fait sur les actions entre l'audit de renouvellement et l'audit de surveillance ou alors remontera, les années précédentes? Alors je on avait déjà répondu, donc en effet, vous remontez, à la période qu'il y a depuis le dernier audit, mais pas depuis le début. Alors, une question de Françoise: «Je dois passer l'audit de surveillance, mais l'ancienne directrice, est partie avec les codes de la plateforme Noé. Donc comment faire?» Alors je vous invite à nous, contacter sur, la plateforme Noé, donc via le service client. Même quand vous n'avez pas de compte, Noé, vous pouvez utiliser la messagerie qui est en bas à droite de l'écran. En revanche, il ne faudra pas vous déconnecter parce que si vous partez, on la réponse que vous allez recevoir, sera attribuée dans le vide. Soit ça, soit vous nous appelez et là, on pourra faire le nécessaire pour, vous aider dans cela et donc vous allez retrouver le compte. Bien, c'est sur ces mots qu'on va terminer. Vous êtes encore nombreux à être présents, jusqu'à la fin, donc merci à vous. Merci pour votre participation, active, pour toutes ces questions. Donc j'espère que cela vous aura, bien informé, pu augmenter votre compréhension sur le maintien de la certification. Merci aussi à toi Sergio pour, ta première participation de webinaire. Je trouve que tu t'en es, bien sorti, sur la présentation de cette thématique, qui peut être, jugée complexe par les participants. Bah, je te laisse ajouter aussi quelques mots avant, de mettre un terme à la diffusion et je remercie aussi, Alice et Paul sur la modération qui ont apporté, plus de simplicité sur, le traitement des messages. Voilà, bah, moi, à mon tour aussi, bah, je vous remercie de votre participation à toutes et à tous. Je vous remercie aussi pour vos questions. Je pense que c'est des questions qui sont pertinentes, sur lesquelles souvent on n'a pas beaucoup de visibilité. Et bah, écoutez, au plaisir de vous retrouver lors de vos prochains audits. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir.